Donc aujourd'hui, pour cette interview consacrée au monde du livre, j'ai le plaisir d'interviewer Thierry Play. Bonjour. Je vous interviewe parce que vous êtes le fondateur et le patron du groupe Éveil, et qu'à ce titre, vous avez créé la marque éditoriale Tabou Édition. Exact, oui. Spécialisée dans le domaine de l'érotisme et de la sexologie, on peut dire ça comme ça? C'est le mot que je préfère. Voilà. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire comment vous en êtes venu à publier de la littérature érotique? Alors, j'ai commencé l'édition en 90 à peu près, dans le milieu sportif. J'ai fait mes premières armes, j'ai publié de plus en plus. Et puis, au début des années 2000, en 2003, quelque chose comme ça, je me suis dit, bon, j'ai fait un peu le tour de la question, donc j'aimerais faire autre chose. Et en plus, évidemment. Et donc, je suis allé dans des salons pour essayer de trouver des bonnes idées. J'ai trouvé des bonnes idées, j'ai trouvé des livres pour enfants qui étaient très intéressants sur des thèmes profonds comme qu'est-ce qu'est la mort, qu'est-ce qu'est l'amour, qu'est-ce qu'est tout ça. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est super intéressant. Et j'ai trouvé aussi des ouvrages de sexualité pratiques, hein, c'est des choses très pratiques pour améliorer soit les rapports de domination, soumission, ou des aspects purement techniques, la sodomie, la fellation, des choses comme ça. Et donc, je suis revenu, j'ai commencé par les ouvrages pour enfants, et là, j'ai eu une surprise parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile, professionnellement parlant, pour entrer dans les cercles qui achètent les livres pour enfants. Et donc, j'ai abandonné très vite sur ces quelques échecs. Et derrière, je me suis dit, bah, écoute, comme je sais faire des livres pratiques, c'est-à-dire des livres de sport, eh bien, en fin de compte, les livres de sexologie, de sexualité, c'est la même chose. C'est juste le sujet qui change. Au lieu d'apprendre à soulever des haltères, eh ben, on apprend à utiliser un godemichel, par exemple. Mais c'est la même logique, c'est apprendre à utiliser quelque chose. Et là, comme je connaissais bien, ça a été beaucoup plus facile. Le problème a été plutôt avec les vendeurs de livres, c'est-à-dire ce que nous appelons dans le jargon de l'édition les diffuseurs. C'est-à-dire les gens qui viennent avec leur book et puis quelques échantillons, voir des libraires en leur disant en 30 secondes, 1 minute, ce qu'est le livre et s'ils en veulent pas ou s'ils en veulent 10. Quoi. Là, ça leur posait des problèmes parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de parler de ces sujets un peu sulfureux. Donc, je voudrais faire une digression, puisqu'on en est là, on parle des diffuseurs ou distributeurs, je ne savais pas d'ailleurs quelle était la différence. Et surtout, je pensais, moi, un peu benoîtement, puisque l'objectif c'est de faire connaître un peu le monde du livre à travers cette interview notamment, je pensais que c'était les éditeurs qui allaient voir, moi, les libraires. Vous m'avez posé la question de savoir ce qu'est un diffuseur et un distributeur. Oui. Le distributeur, lui, s'occupe de tout ce qui est logistique. C'est-à-dire, je prends un bouquin, je le mets dans un paquet, je l'envoie à un client et le client m'envoie de l'argent et une fois que j'ai l'argent, je l'encaisse et je paye l'éditeur, etc. Et le client, ça, c'est le distributeur. Et le client, en général, c'est un libraire. Et le client, en général, c'est un libraire pour les distributeurs. À côté de cette action logistique à proprement parler, il y a une action commerciale à proprement parler. Ça, c'est le travail de diffusion. Très souvent, les distributeurs sont eux-mêmes diffuseurs. D'accord. Mais il existe des diffuseurs qui ne sont pas distributeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un peu la différence entre les deux. En tout cas, l'équipe qui va voir le libraire pour lui dire « j'ai ce super bouquin pour apprendre à se faire sodomiser », eh bien, c'est pas celui qui fait la logistique. Et lui, juste avant, il a proposé des livres sur le jardinage, sur des romans, sur la pédagogie parentale, des choses comme ça. Et donc, passer de sujets largement acceptés à des sujets un peu sulfureux, ça leur foutait la trouille monstrueusement. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, mais comment tu veux que j'aille voir un libraire en Bretagne
et lui dire « Est-ce que vous voulez le plaisir anal pour lui ?» Il me dit « C'est impossible, je ne peux pas aller voir un libraire comme ça. » Et bon, donc pendant très longtemps, on a discuté avec le diffuseur pour essayer de lui dire bah, « Moi j'aimerais bien faire ces livres-là, je suis sûr qu'il y a un marché, etc. » Et eux « Ah bah non, moi je ne veux pas, etc. » Et puis un jour, je me suis dit « Ça suffit de tourner en rond, je sors les bouquins, je leur donne les bouquins, ils vendront ce qu'ils vendront, et on verra bien comment ça fonctionnera. » Et là, il y avait eu une sorte de révolution dans les mœurs qui faisait que ça devenait plus acceptable. Les LGBT étaient devenus plus voyants. Il y avait une sorte de renouveau dans la liberté sexuelle qui faisait que on n'était pas trop démoniaque quand on proposait un livre sur ce type de sujet. Et donc, heureusement, ça a bien marché. Ouais. Et là, on parle des années 2005, 2003. 2005, ouais, quelque chose comme ça. Et alors, juste pour revenir sur les diffuseurs, une question annexe. Ces diffuseurs, distributeurs, ils ont des noms, ils sont connus du grand public, ils ont des noms. Hachette est le plus gros. D'accord. Voilà. Ok. Alors, il y a une autre chose qui est très utile, très intéressante à savoir quand on est auteur, entre autres, c'est que un livre, ça n'est pas un magazine. Et pourquoi ? Parce que ça n'a pas du tout la même logique. C'est-à-dire qu'un magazine est un périodique qu'un éditeur donne à des kiosques, et les kiosques ne décident pas. C'est la maison de diffusion qui va voir le libraire en lui disant « Tiens, tu as une pile de magazines, tu te débrouilles, tu les vends. Si tu ne les vends pas, je te les reprends. » Donc il y a une visibilité très importante. Dès qu'on fait un magazine, tout de suite dans la majorité des points de presse, les points de presse un peu costauds, hein, pas celui qui vend le pain et les cigarettes à côté du truc, hein, enfin un vrai coin presse, a le magazine. Le livre, c'est totalement différent. Il y a des éditeurs qui proposent via souvent le diffuseur à des libraires, et le libraire est libre de décider ce qu'il veut. S'il veut ou pas présenter le livre, s'il veut faire des actions ou pas, etc. Donc en vérité, quand un auteur produit un livre chez un éditeur, il n'est pas sûr que son livre soit dans la librairie à côté de lui. Oui, ce qui est important à préciser, oui. Parce que c'est le libraire qui dit ça me plaît pas, quoi. Donc, et donc les volumes sont bien moindres que les volumes de magazines. Mais d'autre part, il y a moins de retours, il y a moins de gâches, etc. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est intéressant parce que j'ai souvent des auteurs comme ça qui me disent après, moi, mon livre, il est pas chez mon libraire. Et je lui dis ben oui, si votre libraire en veut pas, il n'est pas chez lui. Et il était persuadé que en allant chez un éditeur, eh bien son livre serait partout. En vérité, le livre est disponible partout. Si cet auteur va voir son libraire à côté et lui dit je voudrais commander mon livre, le libraire il est capable de se fournir le livre et de lui donner en quelques jours son livre. Mais il n'est pas sûr du tout qu'il l'ait en stock. Ah bah ça de toute façon, voilà. Oui. Voilà, donc c'est la particularité de la diffusion en librairie, c'est que le libraire est libre de choisir les livres qu'il veut présenter, le parfum qu'il veut avoir dans sa librairie et de refuser tout ce qui ne lui plaît pas, quoi. Alors il y a quelque chose dans cette logique-là qui a pu changer la donne un peu, c'est l'e-book. Oui, alors ça j'y ai cru longtemps. Je me suis longtemps dit, tiens chouette, le e-book arrive, fini les libraires qui diront je veux ou je veux pas, tous les livres seront disponibles. Oui, sauf que c'est beaucoup plus compliqué à présenter. Parce que quand on a 50 titres sur une plateforme, c'est assez facile de le trouver, de balayer et de tomber dessus.
Et quand il y en a 50 000 ou 100 000 des livres, c'est fini, quoi. Oui, le libraire, il sait plus ce qu'il a en Il faut faire magasin, des recherches. quoi. Alors, si effectivement la recherche, c'est de dire, je voudrais le livre d'André Dupont qui s'appelle Fourmois, là, il le trouvera. Parce que il suffira qu'il tape André Dupont Fourmois, et là, il aura qu'un ou deux bouquins, peut-être, parce qu'il y aura eu une faute, une erreur dans l'aiguillage. Donc, on le trouvera. Mais il faut encore que le lecteur, il sache que le livre est soit écrit par cette personne-là, et qu'il ne fasse pas de faute dans la frappe du nom de la personne, et pour tomber dessus. S'il se dit simplement, tiens, qu'est-ce que je peux acheter comme livre, c'est la publicité là qui va marcher, c'est-à-dire les sommes que les éditeurs mettent sur la table des sites pour être mieux référencés. Et là, bien sûr, on peut pas, un éditeur, il peut pas, même un très gros éditeur, hein, on prend un éditeur comme Hachette par exemple, qui met des sommes gigantesques dans des promotions, il met des sommes gigantesques sur quelques livres de son catalogue. Si vous allez chez Hachette éditer un livre, vous êtes à peu près certain qu'ils ne vont pas mettre un copec dans la promotion, hein, parce que un inconnu qui sort un livre sur un sujet qui semble pas être suffisamment large pour qu'on puisse en vendre 100 000, ça vaut pas, c'est pas la peine de mettre quoi que ce soit, quoi. Voilà, donc en fait, dans ce que vous décrivez, on sent qu'il y a une évolution qui vient d'Internet, une évolution sur le métier des libraires, qui, quand ils avaient 50 bouquins, ils étaient susceptibles d'à peu près bien tous les connaître, voire même d'en avoir lu un certain nombre. Mais effectivement, quand on en a 50 000, on sait plus ce qu'on a, quoi. On en connaît toujours 50, mais enfin, il y en a 49 950 derrière, c'est ça le problème, quoi. On voit bien cette situation-là avec la bande dessinée. Quand j'étais jeune, on trouvait de la bande dessinée à la Fnac, on trouvait de la bande dessinée chez Album, on trouvait de la bande dessinée chez Dupuis d'ailleurs, qui était l'ancien magasin Album. Et c'était des librairies qui présentaient toutes les BD qui existaient. Et donc dans un espace suffisamment grand, on pouvait présenter tous les livres. D'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. On verra que vous êtes un chasseur émérite. Et donc, on pouvait voir, on pouvait présenter à peu près tous les livres. Aujourd'hui, des bandes dessinées, il y en a 5 ou 10 fois plus qu'il y en avait dans les années 80. Ouais, à ce point-là. Ah oui, et quand je dis 5 à 10, c'est plutôt 10 que 5. Hein. Il y en a énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne trouve plus, même dans les grandes librairies, on ne trouve pas tous les livres. Ouais. Et donc le libraire choisit. Et là, il y a les influences liées à l'image de l'éditeur, liées à l'image de l'auteur, liées au sujet, liées à tout ça, liées aux ennuis. Ça nous concerne particulièrement. Les libraires, quand on vient les voir avec des livres de sexualité, la première chose qu'ils ont à l'esprit, c'est « est-ce que je vais avoir des emmerdes ?» Et leur crainte, c'est que un parent, une association moraliste ou je ne sais trop quoi, débarque dans leur librairie et leur disent « dites, le livre là où il y a des filles à poil, il est à la hauteur d'un enfant de 10 ans ». Et là, régulièrement, il y a cycliquement, on va dire, tous les 10-20 ans, il y a une petite histoire comme ça et ça refroidit tous les libraires, et puis après ça redémarre un peu plus tard, une fois qu'ils ont oublié. Et ça, c'est une des choses difficiles dans la diffusion de produits érotiques, pornographiques. Voilà. Donc vous vous lancez avec Tabou Édition. Oui. Et vous sortez notamment une collection qui s'appelle au début Tout savoir sur
Tout savoir sur qui finalement changera de nom. Qui s'appellera par la suite le guide tabou 2. Alors pourquoi avoir changé de nom? Parce que tout savoir sur correspondait bien au livre. Hein, parce que le livre, c'était effectivement tout savoir sur un sujet. Donc ça correspondait très bien. Mais j'ai voulu quelque chose qui soit plus percutant. Et donc j'ai trouvé que le guide tabou 2 était plus percutant, entre autres par rapport à une forme de concurrence que j'aurais pu avoir, etc. J'ai trouvé que c'était plus sympa. D'accord. Donc tout savoir sur le point G et l'éjaculation féminine, qui a été mon premier livre chez Tabou, est devenu le guide tabou du point G et de l'éducation féminine et de l'éjaculation féminine. Alors d'abord, je voulais vous faire dire effectivement que ça avait changé de nom, parce qu'effectivement, on est susceptible sur Internet, tous garde, de trouver les deux, finalement, encore les deux appellations, alors que finalement ce sont les mêmes livres. Mais alors, c'est même pas un mais d'ailleurs, mais une chose que je retrouve chez vous, que j'avais retrouvé chez votre confrère Franck Spengler, que j'ai déjà interviewé, c'est on sent l'appétence pour la liberté d'expression. Dans le sens où vous êtes quand même sur des thèmes où, vous l'avez dit vous-même, ils sont pas forcément bien acceptés par la société. D'ailleurs, ça se voit chez les distributeurs, les diffuseurs, et quelque part, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est un des premiers podcasts que j'ai fait, c'est là-dessus, sur la liberté d'expression, qui m'importe beaucoup. Et quand vous vous lancez dans Tabou Édition, vous savez quelque part que vous risquez de prendre des coups, quoi. Oui, c'est tout le problème quand on commence à mettre le doigt dans ce genre de choses, c'est-à-dire dans des sujets qui font pas consensus socialement. Le problème, c'est que à un moment ou à un autre, on va être confronté à des gens qui n'admettent pas. Et là, il y a deux solutions. La première, c'est de se créer un avatar. Et il y en a plein. Les plus grands auteurs utilisent souvent des pseudos pour présenter les choses. Donc on se crée un avatar. Comme ça, il n'y a rien qui arrive jusqu'à l'école du petit, puisque la personne est une personne inconnue. L'autre solution, c'est de faire un coming out et de dire voilà, c'est comme ça, si ça vous plaît pas, j'y peux rien, c'est comme ça, quoi. Et souvent c'est un mélange des deux. C'est le cas, ça a été le cas pour moi. J'ai utilisé longtemps un pseudo. D'éditeur ? D'éditeur, d'individu de l'édition. Et il y a quelque temps, je me suis dit, ça suffit, ce truc-là. En vérité, je suis un éditeur, pas un pornographe dans le sens où je fais pas que de l'édition érotique, mais j'admets que je fais de l'édition érotique, comme je fais de l'édition de sport, comme je fais de la littérature ou de la bande dessinée traditionnelle ou des choses comme ça, quoi. Donc on arrête cette histoire de pseudo, et donc du coup j'utilise un peu mon pseudo quand j'écris, j'utilise un petit peu, mais bon, aujourd'hui la preuve c'est que je vous ai donné mon vrai nom. D'accord. Le pseudo, vous voulez le donner éventuellement ? Oui, alors j'ai fait une chose, j'ai beaucoup de mal à être schizophrène, j'ai énormément de mal quand je dois chercher un nom. C'est ce qui s'est passé quand je me suis dit il faut que je me trouve un pseudo. Je me suis dit, mais c'est quel nom ? C'est mon nom, quoi. Ça m'a été très très difficile. Et puis un jour, j'ai un collègue qui faisait des soirées fétichistes, m'a demandé mon pseudo pour la liste, et je savais pas trop quoi lui dire. Et il m'a dit c'est Master Tabou. Et je me suis dit, tiens, Master Tabou, ça me va bien. Tiens. Donc, comme je suis le dirigeant des éditions Tabou, je me suis dit, oui, ça me va bien. Donc, je me suis créé un pseudo Master Tabou, donc pour ces soirées, pour
pour le travail que je fais quand j'écris, quand je traduis, etc. Donc on retrouve Master Tabou un peu partout dans la bande dessinée, entre autres, dans ma bande dessinée. D'accord. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, Master Tabou, ça marche pas vraiment tout le temps parce que ça sent vraiment le pseudo, quoi. Et je me suis dit, mon problème, c'est que je ne veux pas faire de lien entre mon nom, parce que je suis assez connu dans le sport, et l'érotisme. Et je me suis dit, ce qui est important, c'est qu'on ne me trouve pas sur Internet. Donc, j'ai utilisé le terme Thierry Play, qui était que j'ai orthographié différemment. Et donc, je peux donner mon nom à tout le monde. Et en fonction du domaine où je suis, j'utilise une orthographe ou une autre orthographe. Et à ce moment-là, les gens qui ont une orthographe ne peuvent pas retomber sur mon profil d'une autre orthographe. Et longtemps, ça a été un très bon système. Ouais, ça a bien marché. Voilà. Et bon, aujourd'hui, je m'en fiche. Je donne l'une ou l'autre. Je donne celle que la personne avec laquelle la personne me contacte. D'accord. Voilà. Donc on l'a dit, le premier livre qui est édité par Tabou Édition, c'est le guide de tabou du point G et de l'éjaculation féminine. Et puis au début, Tabou Édition, ce sont surtout des guides pratiques. Oui, tout à fait. D'accord. Normalement, ça devait être autre chose, ça ne devait pas être simplement de la sexualité. J'avais comme ambition de créer une maison d'édition alternative qui parlerait de tout ce que l'on ne dit pas. Et de la sexualité, bien entendu, c'est pour ça que j'ai commencé par là, mais ça pouvait être de la politique, ça pouvait être des tas de choses. Et donc, il y a simplement que chez nous, en tout cas dans le milieu du livre, quand on commence avec la sexualité, les gens nous cataloguent et ils pensent qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc, du coup, ça ne fonctionnait pas vraiment quand je faisais autre chose que de la sexualité. D'accord. Voilà, donc je me suis concentré sur la sexualité. De fait. De fait, voilà. Bon, au début, vous commencez donc avec des guides pratiques. Puis ça vous donne l'opportunité de rencontrer des auteurs de fiction qui cherchent des éditeurs. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'au final, vous en viendrez un peu de la même façon à faire de la BD érotique. Oui, et tout s'est passé à peu près en même temps. Je dirais dans la même année. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un espace en 2005 pour éditer, et en tout cas dans ce domaine-là. Et une fois que j'ai commencé donc, avec ces guides donc je étais très proche de ce que je savais faire, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont dit j'aimerais éditer un roman, est-ce que ça t'intéresse? Et bon, entre autres, quelqu'un qui est devenu mon ami, son Excellence Otto, qui a été mon premier auteur. D'accord. Et je me suis dit c'est intéressant, je vais le faire. Et donc j'ai édité mes premiers romans comme ça. Et quelques mois après, j'ai eu la même chose avec de la bande dessinée. Et j'ai édité mes premières bandes dessinées comme ça. D'accord. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis sorti de la technique pure. Alors, on en arrive à une deuxième partie quelque part de l'interview, parce que j'ai tendance à penser, vous allez peut-être me le confirmer ou l'infirmer au contraire, qu'une maison d'édition, c'est beaucoup c'est les auteurs qu'elle sélectionne. Et je m'étais laissé dire, avant de parler d'auteurs en particulier, que gérer des auteurs, c'était pas forcément toujours simple. Parce qu'ils peuvent avoir des attentes particulières. Moi, je discute avec certains de mes confrères, enfin surtout consoeurs, parce que beaucoup de femmes qui écrivent des romans érotiques. Érotique au sens large, il peut y avoir du BDSM ou pas dedans, peu importe. Mais je me suis dit que c'était pas forcément simple de répondre ou d'essayer de répondre aux attentes d'un auteur. D'ailleurs, est-ce que c'est le boulot d'un éditeur de répondre à toutes les attentes d'un auteur? Alors,
Une maison d'édition, c'est avant tout un éditeur. C'est avant tout ou un directeur de collection, si on veut. C'est-à-dire, c'est celui qui va recevoir 50 manuscrits et qui va en choisir 2. Donc, ou un. Donc, ça signifie qu'il a mis son filtre. Donc, c'est son filtre. La maison d'édition, c'est le filtre du directeur de collection. L'éditeur va choisir, avec son filtre, des ouvrages. Et donc, le lectorat va être sensible au choix que l'éditeur a fait. Et c'est ça qui fait la qualité d'une maison d'édition. C'est-à-dire, quand on dit « j'aime bien cette maison d'édition », en vérité, ce qu'il y a, c'est qu'on aime bien le choix que le directeur de collection a fait. Parce que des gens qui écrivent, il y en a vraiment beaucoup. Alors, et gérer des auteurs, ça peut être compliqué ou pas compliqué. C'est pas la gestion des auteurs qui est compliquée, c'est certains auteurs qui sont compliqués. Et bien souvent, les auteurs sont compliqués parce qu'ils ne connaissent pas l'organisation de l'édition. Par exemple, le fait qu'un livre n'est pas un magazine. Et donc, presque tous les auteurs imaginent que les livres, c'est comme un magazine qu'on va le trouver au kiosque. Or, c'est pas le cas, quoi. Et donc, ils retombent de leur nuage en disant « Mais alors, mon livre, il ne se trouve pas au bureau de presse de la gare Montparnasse ?» Ben non, un bureau de presse de la gare de Montparnasse, ils vendent des magazines. Ils ne vendent pas des livres, et encore moins des livres de romans sexuels. Voilà. Mais en fait, je peux comprendre quelque part leur démarche, parce au kiosque, pour reprendre cet exemple-là, on trouve SAS, on trouve des romans de gare dans lesquels il y a un érotisme parfois assez bien marqué, oui. Quoi. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les kiosques de gare s'appellent des relais H. Et que les relais H veulent dire relais achète. Donc on trouve dans les relais H essentiellement des ouvrages publiés directement ou indirectement par Hachette. D'accord. Et pas autre chose. Et très très difficile. Ouais. Pourquoi ? Parce que des livres, il y en a 30 000 qui paraissent tous les ans. Ouais. Donc ils ne vont pas mettre 30 000 livres dans un relais H. J'avais gardé plutôt le chiffre de 70 000, moi, mais enfin, de toute façon, oui, beaucoup. Vous n'avez pas tort. Mais en vérité, dans les 70 000, il y a beaucoup d'ouvrages internes et donc qui ne sont pas commercialisés. D'accord. Internes à certaines entreprises ou administrations. Des administrations, des choses comme ça. Et qui vont recevoir un ISBN quand même, alors qu'ils ne sont pas commercialisés. Oui. À partir du moment où c'est diffusé, il y a un ISBN. D'accord, ok. Ok, je ne savais pas, je viens d'apprendre quelque chose. Alors, une des questions que je voulais vous poser, c'est quels auteurs, que ce soit en guide pratique, en roman ou en BD, quels auteurs, quelque part, vous ont laissé une impression, avec quels auteurs vous avez eu un feeling peut-être un peu plus marqué, ou lesquels vous ont laissé ou ont donné lieu à des anecdotes, quelque part, qui valent le coup d'être, de votre point de vue, d'être dites? Alors, j'ai tendance à très vite rentrer en amitié avec mes auteurs. Donc, j'ai beaucoup d'auteurs qui sont devenus des amis. Donc, effectivement, on a partagé un certain nombre de choses ensemble. Je pense à Xavier Duvet, par exemple, qui est un dessinateur de bande dessinée, c'est Monsieur BDSM en France. Ça a été mon premier auteur en bande dessinée, et ça fait donc 20 ans maintenant. Et c'est toujours mon ami, on se voit moins, mais c'est toujours mon ami. Otto, par exemple, on a été très très proches. Là, aujourd'hui, je le vois un peu moins, mais on a été très très proches parce que c'est un individu que j'apprécie, quoi. J'aime ce qu'il est,
j'aime la sincérité qu'il exprime. Et c'est comme ça pour tout. On parlait tout à l'heure de Françoise Ray. Et puis en bande dessinée, j'en ai plein. J'ai des Italiens, des Espagnols. Il y a plein de gens avec qui j'ai des relations amicales profondes. Je rebondis sur ce que vous dites. Vous avez des Italiens, des Espagnols, mais ceux-là, on pourrait imaginer qu'ils se font déjà représenter par une maison d'édition dans leur pays. Ils pourraient, ça dépend. Les Italiens, c'est un peu particulier parce que les Italiens ont perdu tout leur marché érotique. C'est-à-dire que le dernier éditeur, Conigli, a fermé. Et depuis, il n'y a plus aucun livre de sexualité, enfin de magazine, de bande dessinée de sexualité sur le marché italien. D'accord. Donc les Italiens, ils se sont rapprochés des Français et ils sont devenus des auteurs français, entre guillemets, si on peut dire. Moi, j'édite, dans ma collection, j'ai peut-être une quarantaine de bandes dessinées faites par des Italiens qui n'existent qu'en français, en tout cas qui n'existent pas en italien. Ah oui, Cette année, carrément. on vient d'éditer pour la première fois une bande dessinée d'un Italien qu'on a traduit en italien pour essayer de toucher le marché italien. Mais j'ai un certain nombre d'auteurs comme ça qui sont italiens et leurs livres n'existent pas en italien. Ah oui. Ah, c'est ballot quand même. Oui, c'est un peu. J'ai toujours trouvé ça étonnant, mais voilà. Donc, après, c'est vrai aussi que certains peuvent avoir fait des contrats avec des maisons d'édition qui ont arrêté leur production, mais qui continuent à gérer les droits des livres. On a ça avec des Espagnols, entre autres. D'accord. Alors, parmi ces auteurs, moi, il y en a que je connais, évidemment, puisque je vous avais déjà contacté il y a quelques mois pour interviewer Clarissa Rivière. Et j'étais en contact également avec Juliane Dessay, qui a publié notamment un essai qui s'appelle « Je m'aime en elle ». Oui. Et à chaque fois, alors on pourrait parler d'Eva Delambre aussi, et à chaque fois je constate que, ce qui correspond un petit peu à ce que vous venez de dire, c'est qu'à chaque fois j'ai la sensation que ce sont des personnalités vraiment à chaque fois. Enfin, d'abord, j'imagine que quand on est auteur, c'est qu'on a quelque chose à dire, forcément on sort un peu du lot, mais en plus oui, on tombe à chaque fois sur des personnalités très diverses finalement. Ça doit être assez sympathique d'être éditeur pour cette raison-là. Enfin, je vous envie un petit peu en disant ça parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que c'est très agréable. Ouais. C'était un métier extrêmement agréable. Pour cette raison-là, pour toutes les rencontres qu'on fait. Pour toutes les rencontres que l'on fait, parce que les gens sont généralement des gens de qualité, on peut échanger sur des tas de sujets. Non, c'est un chouette métier. Quand on a préparé l'interview, vous me disiez quelque chose qui était intéressant, c'est qu'en même temps, quand vous choisissez un auteur, c'est que quelque part le courant est bien passé, et vous me disiez qu'avec tous vos auteurs, globalement, ça se passe bien, parce que quand ça se passe pas bien, oui. Vous le voyez dès le début ? Alors, on ne le voit pas toujours dès le début. Mais faire un livre, c'est un projet qui demande de l'énergie, de l'engagement. Et il y a forcément des moments où ça coince un peu. Ne serait-ce quand la vie n'est pas tout à fait le même. Si moi, je me dis, non, là, tu es en train de parler d'un sujet qui va nous emmener vers la merde, il apporte rien de particulier, laisse tomber, quoi. Et à ce moment-là, l'auteur peut dire, monsieur, moi j'y tiens, etc., c'est important parce que ça lui parle, etc. Si on en a peu des sujets, et s'il y a une confiance mutuelle, c'est-à-dire que l'auteur reconnaît les qualités de l'éditeur et l'éditeur inversement, eh bien, on œuvre ensemble pour que l'ouvrage, enfin que l'œuvre soit mise en valeur. Mais ça se fait pas toujours de façon aisée. De temps en temps, ça frictionne un petit peu, quoi. Et si, dès le début,
il y a des problèmes avec l'auteur. Dès le contrat, dès le début, quand on présente le contrat ou quand on est en première communication, ça passe pas vraiment. C'est pas lorsqu'il y aura ça va friter qu'on va s'entendre, quoi. Ouais. Donc en général, l'expérience m'a montré que lorsque ça se passe bien, c'est parce qu'on s'entend bien. Ouais. Donc il faut s'entendre bien. Et si on s'entend pas bien, il faut changer de partenaire. Ouais. Et c'est pas forcément une question de qualité ni de l'éditeur ni de l'auteur, c'est juste qu'il faut arriver à faire un travail d'équipe. Tout à fait. Et tout le monde n'est pas forcément amené, il faut rencontrer la bonne personne, il faut qu'il y ait un fit, quoi. Faut Exactement, que le courant passe bien. C'est tout à fait ça, ouais. Et donc, vous me posiez la question, et oui, quand ça se passe mal, je préfère me séparer de l'auteur, y compris quand c'est un auteur qui a des qualités, parce que ça va apporter plus de problèmes qu'autre chose. Je voudrais parler avec vous de Françoise Ray parce que, au-delà de l'auteur, dont le nom est très connu, elle me permet dans cette interview d'aborder un point technique encore un peu sur le monde du livre. C'est-à-dire que quand j'ai parcouru le site Tabou Édition, je me suis aperçu que ces livres étaient dedans. Et dans le monde de l'édition, il y a plusieurs choses faisables. Il y a la première édition, quand on trouve un premier éditeur et qu'on veut être publié par un éditeur, ce qui aujourd'hui, effectivement, on a le choix. Bon, à titre personnel, moi, pour l'instant, je suis en auto-édition. Mais quand on cherche un éditeur, on va trouver un premier éditeur qui va nous faire la première édition. Et puis ensuite, il peut y avoir le livre peut avoir tout un parcours quelque part. Et notamment, il va pouvoir être ensuite republié. Je ne sais pas si c'est le terme qui est utilisé pour des versions de poche. Et puis j'ai vu Françoise Ray dans les livres qui étaient publiés par Tabou Édition et je me suis dit, tiens, c'est pas je me suis posé la question et vous m'avez dit, je ne suis pas son premier éditeur. Mais en même temps, elle n'est pas forcément publiée en poche. Alors qu'est-ce que c'est cette réédition? Ça correspond à quoi Alors, techniquement parlant? Françoise Ray est une autrice qui a eu beaucoup de succès dans les années 90. Donc, à cette époque-là, tout le monde était un peu à la recherche de livres de sexualité. Et c'était bien, alors même des gros éditeurs, des éditeurs qui n'étaient pas du tout spécialistes de la question, Flammarion, par exemple. Pour surfer sur la vague de la femme de papier, de mémoire. Oui, je parlais de la femme de papier. Et donc, chacun cherchait un petit peu son best-seller. Et à cette époque-là, donc ça a très très bien marché pour Françoise Ray. Et donc, elle a continué à produire. Elle a arrêté son métier d'enseignante et elle a continué à produire. Mais bon, le commerce, l'économie fait que si ça ne fonctionne pas bien, ça disparaît. Il y a un côté très, très darwiniste dans l'économie. Et donc, lorsqu'il y a eu une crise morale au tournant des années 2000, du 21e siècle, tous les éditeurs ont regardé un peu leur tabloïd, leur tableau Excel, en disant, bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Et beaucoup ont arrêté. Entre-temps, ils ont essayé de vendre, avec succès ou pas, à des éditeurs de seconde main, je dirais, c'est-à-dire ceux qui font des poches. Ils ont vendu le droit. Ils s'en sont restés là-dessus en se disant, je deviens une sorte de vendeur de licence, quoi. Et ils ont arrêté leurs livres. En édition, quand on arrête de produire un livre, on perd le contrat si l'auteur le demande. Mmh. Et Françoise Ray, on s'est croisés et je lui ai dit, si tu veux, je te réédite ton livre qu'on ne trouve plus autrement qu'en poche ou qui n'existe plus en poche. Et elle me dit, oui, d'accord. Et elle a été adorable, on s'est très bien entendu. Et donc on a sorti presque une dizaine de livres de Françoise Ray. Dont elle avait récupéré les droits en fait. Voilà, des éditions qui ont été faites soit en format poche, soit chez d'autres éditeurs. Alors, question technique. Pourquoi est-ce qu'il y a des éditeurs de format poche? Pourquoi l'éditeur ne sort pas lui-même un format poche? C'est parce que le format poche, c'est un format qui fonctionne très bien
Oui, les livres de poche, on va dire, ou le format poche, ce sont des livres qui fonctionnent très bien dès lors qu'on peut en tirer beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont dans une qualité relativement modeste, voire mauvaise, et l'objectif c'est d'en tirer beaucoup. Donc il faut pour ça avoir une diffusion qui permette d'en vendre beaucoup. D'accord. Et les spécialistes de format poche maîtrisent super bien leur domaine, et ils sont capables de dire voilà, j'en imprime 12 500 et normalement ils en vendent 12 500 Ouais. à 500 près, quoi. Ce qui revient à dire que quelque part c'est un autre métier en fait. Enfin, c'est un autre métier du monde du livre. Il faut être reconnu comme spécialiste parce qu'eux aussi ils font un filtre. Toujours la même logique, l'éditeur est un filtre. Donc l'éditeur de livres de poche est un filtre par rapport à tous les livres qui ont déjà été filtrés. Leur filtre principal, c'est quoi? C'est l'espérance d'en vendre. C'est le succès uniquement. Oui. C'est des organismes commerciaux. Ouais. Ils se demandent juste si ils ont la possibilité d'en vendre quelques milliers ou pas, quoi. D'accord. Et s'ils ne peuvent pas en vendre quelques milliers et plusieurs milliers quand même, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à 2000 ou 3000 exemplaires. D'accord. Il faut que ça soit 10 000. Quoi, Les ventes moyennes d'un livre en France, pour ce que le premier qu'il m'a dit, c'était Frank Spengler, c'est 500. Ouais, encore, il est gentil. Ouais. Alors, il m'expliquait bien qu'un certain nombre de très gros succès ont tiré ces chiffres moyens, mais enfin, grosso modo 500, entre 300 et 500, on va dire. Et un livre de poche, un succès estimé en livre de poche, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont se lancer s'ils estiment qu'ils pourront en vendre en minimum combien? En dessous de 5000, ils considèrent que c'est un bide. Et sur des livres très à niche, quand ils en vendent 10 000, c'est bien. Entre 10 et 20 000, c'est bien. D'accord. Ouais. Okay. Et au-dessus, après, on est vraiment dans des best-sellers, c'est autre chose, quoi. D'accord. Ah, effectivement, les best-sellers, ils sont capables d'en vendre 500 000. Hein. Ouais. Donc, Alors effectivement, moi j'ai eu une déconvenue avec le livre de poche récemment. Je vais le faire pour l'anecdote, je vais la raconter, mais moi j'en lisais beaucoup parce qu'effectivement, de toute façon, quand on est jeune, le prix, c'est pas le même. Hein. Un format classique de sortie, ça tourne autour de 20 € pour faire simple. Un livre de poche, ça peut être entre, 5 et 10 € hein, pour la même histoire, grosso modo. Donc, évidemment, quand on est jeune, on n'a pas les mêmes moyens, donc on lit beaucoup de livres de poche, puis c'est sûr qu'on trouve beaucoup aussi, parce que parfois on les trouve d'occasion, enfin bref. Et j'achète récemment, d'occasion, pour faire un podcast, le Tarnier de Gore, parce que je voulais faire un podcast sur la chronique de Gore de John Norman. Et j'achète le livre, je le reçois. Ça fait 5 ans que j'ai des lunettes, même avec les lunettes, je suis incapable de le lire. C'est écrit en tout petit, quoi. Ouais, c'est... Et j'ai pas pu le lire. Donc effectivement, quand on parle de mauvaise qualité, c'est ça? Ou c'est la qualité de l'impression? C'est un ensemble de choses. C'est le papier qui est économique, c'est la mise en page qui est faite au kilomètre, donc il n'y a pas un travail esthétique dedans, on balance les lignes les unes derrière les autres. Généralement, ils investissent un peu dans la couverture, sauf des ouvrages comme le Masque Noir ou des choses comme ça, qui eux utilisent toujours le même look. Oui. Pour les couvertures. Mais en général, ils investissent un petit peu sur la couverture. Oui. Et puis c'est tout, quoi. Et puis si ça se vend pas, ça part à la benne au bout d'un certain temps. Oui. Alors un petit peu sous la couverture, alors, ça me fait rebondir sur une autre anecdote. C'est que j'achète il y a quelques années Sade avant d'écrire, pour être sûr que je vais écrire quelque chose, et puis voilà, pour avoir une culture aussi sur le BDSM, parce que j'étais en train d'écrire Ma soumise, mon amour, et j'achète La philosophie dans le boudoir. Et ce livre-là de poche m'a toujours étonné, parce que sur la couverture, c'est une bouilloire. Et je me dis, mais qui c'est qui a eu l'idée de mettre une bouilloire comme couverture de ce livre de poche? Donc je me suis dit, avec le recul que j'ai maintenant et une meilleure connaissance que j'ai du monde du livre, je me suis dit, ils ont pris n'importe quelle photo libre de droit, puis ils ont collé ça parce qu'il fallait, mais j'ai jamais vu l'intérêt, en fait, ça m'a étonné, quoi. C'est parce qu'ils ne veulent pas choquer les gens qui seraient choqués par une image plus explicite, donc ils utilisent ça. Moi j'ai bien utilisé, j'ai cherché
à un moment, ça a été un de mes problèmes. Quand j'ai commencé les guides, je me suis dit comment je vais pouvoir illustrer tout savoir sur le plaisir anal. Ouais. Tout ça sans montrer de choses D'anal. En relation avec l'anal. Ouais. Et ça a été extrêmement difficile. J'ai essayé plein de trucs. Je suis passé par dès qu'il y avait un truc qui me passait par la tête, je me suis dit bon allez, je fais un essai, mais c'était complètement nul quoi, comme truc. Et la bouilloire, c'est aussi complètement nul. Donc enfin c'est complètement nul, pas forcément. Mais ne nous mettons pas à dos les éditeurs de livres de poche. Il peut y avoir des sens cachés, etc. Oui. On peut en trouver. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, quand ils se demandaient comment faire pour arriver à faire passer la pilule, parce que vous avez lu la philosophie dans le boudoir, faut quand même s'accrocher dans certains moments. Hein. Oui, très clairement. C'est même une chose qui est extrêmement étonnante, et on voit ça, je vais faire mon morceau de publicité. J'ai édité deux livres sur la domination-soumission, un sur la soumission, un sur la domination. Ce sont des livres diptyques, en fin de compte, qui vont ensemble. Il y en a un qui est plutôt destiné aux dominants et l'autre qui est plutôt destiné aux soumis. Qui vont apparaître à l'écran. Et qui vont apparaître à l'écran, oui, bien sûr. Et donc, ces deux ouvrages-là, qui s'adressent en théorie, l'un au dominant, l'autre au soumis, peuvent s'intervertir. Parce qu'il est très difficile, lorsqu'on est soumis, de comprendre les difficultés d'un dominant. Et lorsqu'on est dominant, les difficultés d'un soumis. Donc en fin de compte, ces livres, qui sont normalement destinés à leur public, peuvent s'échanger. Et donc ce sont des livres fondamentaux sur le BDSM. Et un livre comme ça est bien plus utile qu'un livre de SAD, parce que SAD, ça n'est pas de la domination-soumission. SAD, ça fonctionne en sens unique. C'est uniquement dans le sens du dominant qui utilise le soumis. Le ressenti du soumis n'est pas important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains intellectuels ont valorisé SAD, parce que pour eux, c'était une représentation de la société où le dominant social méprise ou ignore le soumis social. Et donc, en gros, les riches ou l'aristocrate, c'est même pas qu'ils s'en moquent, c'est inexistant, quoi. La plèbe est inexistante, quoi. La philosophie dans le boudoir, et puis enfin d'autres livres de Sade, c'est dans cette veine-là, quoi. Donc ça a, à mon avis, rien à voir avec les relations domination-soumission. À mon sens, j'ai fait un podcast aussi sur Sade. Ça me dérange un petit peu, je le redirai, mais ça me dérange un petit peu que ce monsieur soit en quelque sorte où a été l'étendard du BDSM, en tout cas du BDSM d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années on n'appelait pas ça BDSM, on appelait ça plutôt SM, on se limitait au sadomasochisme pour diverses raisons, mais ça me dérangeait un petit peu. Mais enfin, c'est une digression. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur l'exemple que vous donniez de qu'est-ce que je vais faire comme illustration pour un livre sur la sodomie, par exemple. Parce que j'imagine que la difficulté n'était pas liée au fait de comment vous alliez pouvoir l'illustrer, mais surtout comment vous alliez pouvoir créer quelque chose qui serait accepté par les diffuseurs. Je pense qu'il était surtout là le problème. Il fallait que ça soit accepté par tout le monde. Il fallait que ce soit accepté par les diffuseurs et le milieu du livre en général. Mais il fallait aussi que ça soit accepté par le lecteur. Le lecteur est important. C'est celui qui achète le livre. Donc, en vérité, un éditeur, il fait une couverture qui lui plaît. Son objectif, c'est de faire en sorte que le diffuseur
y croit, de façon que le diffuseur puisse aller voir des libraires et leur dire « achète ça, c'est bien ». Puis ensuite, le libraire, il doit y croire aussi pour dire « ah bah oui, j'achète ce livre-là parce que c'est bien ». Puis ensuite, il s'est mis en rayon et le lecteur doit passer devant tous les livres qui existent et dire « ah, c'est celui-là que je veux ». Et donc, effectivement, un livre, une couverture doit plaire à tout le monde. Ouais. Et c'est pas facile. Surtout quand le lectorat, en plus, est un peu clivé. Et là, lorsqu'on édite un livre sur le plaisir anal pour lui, par exemple, évidemment, tout le monde pense aux gays. Bon, là, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont décontractés avec la question. Ouais, mais c'est une façon drôle de ça s'adresse aussi aux hétérosexuels. Ouais. Ça s'adresse aussi aux gens qui sont des gens que ça excite. Je pense à certaines femmes que ça peut exciter d'avoir des relations anales avec leur amant, par exemple. Et tout ça, il faut que le gay il se dise pas c'est pas un livre pour moi. Il faut pas que l'hétéro se dise c'est un truc pour les gays, etc., etc. Donc c'est assez compliqué de garder cet équilibre et d'arriver à être juste où il faut pour que tout le monde dise ouais c'est un livre qui est fait pour moi. D'accord. Et c'est la grande difficulté de l'éditeur et des graphistes qui travaillent dessus. Ouais. Oui, c'est une question que je me pose souvent, parce que je fais pour l'instant moi-même mes couvertures. C'est clairement... c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, c'est compliqué surtout quand on ne connaît pas forcément bien le monde du livre, parce que se poser toutes les questions que vous venez de vous poser, l'exemple est bon sur le plaisir anal masculin, il faut être capable de se les poser. Faut savoir qu'il faut se les poser. Enfin, c'est pas si simple, quoi. Parce qu'effectivement, ça a un impact sur ce qu'on va produire ensuite derrière, mais si on ne sait pas poser ces questions-là, on passe à côté, quoi, en fait. C'est aussi tout à fait, ouais. On en arrive à la fin de l'interview. Je voudrais préciser que sur l'article qui paraîtra en même temps que la vidéo et que le podcast, sur l'article qui paraîtra sur mon site internet, il y aura tout un tas d'éléments qui correspondent à votre actualité, les livres, les BD que vous êtes sur le point de sortir. Il y aura les liens évidemment vers Tabou Édition, et donc les auditeurs pourront aller voir en plus des incrustations que j'aurai mis dans la vidéo. Je tenais à vous remercier particulièrement d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et d'avoir répondu à mes questions, ça me fait très plaisir. Merci.